Audrey Célestine, vous êtes politologue, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie politique et études américaines à l'Université de Lille en France. Pour qui suit de près la politique américaine, les images qu'on vient de voir sont frappantes, ahurissantes, comment vous les qualifiez ? Disons qu'elles sont dans la continuité des événements de la séquence qui s'est ouverte le 6 janvier et puis qui s'est en fait sans doute ouverte pendant la campagne des présidentielles. Ça fait un moment déjà qu'on sait que cette élection, elle se fait sous tension. Alors effectivement, les images sont impressionnantes, mais elles sont à la mesure du choc éprouvé par cette espèce d'insurrection et cette invasion du Capitole il y a quelques jours. Alors là, c'est Washington qu'on vient de voir qui se barricade, mais en réalité, toutes les capitales des États sont un peu en alerte. Est-ce que fatalement, il va y avoir des violences ? Mercredi, on disait déjà qu'il y en aurait après la présidentielle, il n'y en a pas eu. Une chose qui est sûre, c'est que ça ne s'arrête pas là, ça ne va pas s'arrêter à l'investiture, ça ne s'arrête pas le jour où Donald Trump s'en va de la Maison-Blanche. Les tensions, les violences, il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, des personnes sont allées envahir des capitoles locaux dans le Michigan pour protester contre un certain nombre de mesures au regard du contexte sanitaire. Il y a de la violence, elle va se poursuivre, les tensions également, la société est très divisée, ce qui fait que il y a effectivement, je pense, une étape symbolique très importante avec cette investiture, mais la société américaine est loin d'être apaisée. Oui, et Joe Biden qui, dès le premier jour de sa présidence, mercredi, promet de signer une série de décrets, notamment pour réengager les États-Unis dans l'accord de Paris. Mercredi, ce sera aussi l'entrée en fonction de la numéro 2 de Joe Biden, Kamala Harris, femme et noire, vice-présidente de la première puissance mondiale. Son portrait est signé Antoine Delpierre. Deux styles, une même femme. À la une du magazine américain Vogue, selon que vous soyez version papier ou digitale, Kamala Harris entretient son image de femme accessible tout en assumant élégamment son rôle de vice-présidente. À ceux qui chercheraient polémique, les baskets, le vêtement décontracté font depuis longtemps partie de sa panoplie publique, dans une mise en scène déjà bien rodée. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris brise les plafonds de verre depuis ses débuts en politique. 2003, elle est la première femme et première afro-américaine à devenir procureure de San Francisco. 2017, elle devient la première femme noire sénatrice de Californie. À cette époque déjà, elle est remarquée pour son ton ferme et incisif. Joe Biden, un temps son rival dans la primaire démocrate, en sait quelque chose lorsqu'elle lui reproche sa courtoisie entretenue avec deux sénateurs favorables à la ségrégation il y a des années. And it's personal, and it was hurtful. Née à Oakland, en Californie, Kamala Harris a vécu à Montréal dès l'âge de 12 ans avec sa mère et sa sœur Maya. C'est dans ce lycée qu'alors adolescente, elle apprend le français. Elle reviendra ensuite aux États-Unis, à Washington, pour étudier à l'université Howard. Fervente défenseuse du droit des Afro-Américains, elle a défilé après la mort de George Floyd l'été dernier aux côtés des manifestants du mouvement Black Lives Matter. Son mari, Doug Emhoff, a mis sa carrière d'avocat entre parenthèses pour soutenir sa femme. Une première, là encore. Il devient le premier second gentleman de l'histoire du pays. Audrey Célestine, vous signez ce livre des vies de combat, femmes noires et libres aux éditions de l'Iconoclaste. On y retrouve des parcours de femmes, de l'afro-américaine Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale, à la joueuse de tennis Serena Williams, à la chanteuse américaine Beyoncé. Là, je ne cite que les américaines, on reste sur les États-Unis. Est-ce que Kamala Harris est une figure inspirante pour les Américains et pour le monde? Est-ce qu'elle trouverait une place dans votre livre, naturellement ? Alors, elle ne fait pas l'objet d'un portrait, mais elle est effectivement citée dans le texte. Oui, dans la mesure où elle s'inscrit, comme un certain nombre de ces femmes, dans une histoire beaucoup plus longue de femmes qui, comme le dit l'historienne française Hélène Canquin, sont sur les épaules les unes des autres pour pouvoir s'élever. Et donc, dans cette mesure, en dépit de ces orientations politiques qui sont sans doute beaucoup plus centristes que celles d'un certain nombre de femmes de l'ouvrage, son arrivée à cette position-là qui ne doit rien au hasard est effectivement sans doute une source d'inspiration pour un certain nombre d'Américains, d'États-Uniens aujourd'hui. Au-delà du symbole, ça change quelque chose ? Ça change un certain nombre de choses. Alors d'une part, en politique, les symboles, c'est important. Donc malgré tout, il y a quand même quelque chose de fort dans le fait qu'elle accède à ce poste-là.
ça implique également un certain nombre de choses qui bougent à l'intérieur même du Parti démocrate. C'est loin d'être suffisant parce qu'on sait aussi que sur un certain nombre d'options, elle ne se situe pas à la gauche du parti et qu'il y a un certain nombre de gens qui poussent en ce moment, comme Alexandria Ocasio-Cortez et un certain nombre d'autres. Mais c'est effectivement important. Elle incarne malgré tout, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais une figure empathique, une figure moderne, elle joue dans le beaucoup progrès. Elle joue beaucoup sur cette image aussi. Elle joue beaucoup sur cette image-là, que ce soit... Et puis elle ne vient pas des classes les plus défavorisées des États-unis non plus. Elle ne vient pas des classes les plus défavorisées, tout en ayant bénéficié des politiques publiques qui ont bénéficié aux populations africaines-américaines. Donc voilà, c'est vraiment un personnage intéressant. L'écriture du livre est partie d'un constat, ce que je disais, le manque de visibilité de ces héroïnes. Pourtant, il y a une Beyoncé, par exemple, qui ne manque pas de médiatisation, qui est une femme influente, qui est une femme puissante. Est-ce que les choses évoluent quand même, ou est-ce qu'une Beyoncé, une Kamala Harris, ce sont les arbres qui cachent la forêt ? C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'effectivement les choses avancent, que c'est pas exactement la même chose d'être une femme noire aujourd'hui que ça ne l'était il y a un siècle, et ça dépend également des endroits. Mais le projet de l'ouvrage n'était pas tant de mettre en avant des héroïnes que de montrer précisément que derrière le terme femme noire, il y avait à la fois une condition relativement commune, malgré les différences temporelles et géographiques, mais qu'il y avait aussi tout un tas de singularités. Justement, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun au-delà de la couleur de leur peau ? En fait, elles ont au-delà de la couleur de leur peau, elles ont la racialisation, elles ont le fait d'être envisagées comme des femmes noires dans des mondes dans lesquels cette condition-là est une condition inférieure à d'autres. Et ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, parce qu'elles n'ont pas la même couleur de peau toutes. Dans les faits, être noir n'est pas une question de couleur de peau. Mais est-ce que quand même, on ne tombe pas dans le piège de l'essentialisation, c'est-à-dire de les réduire à leur couleur de peau non blanche, pour dire ça comme ça ? Alors c'est précisément la ligne de crête dont je parle pour ce livre, c'est-à-dire à la fois parler d'une condition commune tout en mettant en avant des singularités. Il y a là 62 portraits en fait de femmes qui sont toutes différentes. Et l'idée était de montrer les deux. C'est un pari risqué. Il faut faire preuve d'équilibrisme, mais c'est de cela qu'il s'agit, de montrer à la fois ce que fait la race à des gens et en même temps comment les gens s'en sortent. Et la singularité de tout leur parcours, de tout leur profil, qu'une Suzanne Césaire n'est pas la même chose qu'une Beyoncé, effectivement, mais qu'elle partage une histoire dans le monde contemporain faite de racialisation qui les fait femmes noires. Et ce sont en fait une soixantaine de portraits, une soixantaine d'histoires à lire, à découvrir dans votre livre des vies de combat, Femmes noires et libres, aux éditions de l'Iconoclaste. Audrey Célestine, merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes.